Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur DailyDev là, au passage? Ah, Phaser. Phaser, c'est pour faire des jeux en JS, si ça vous intéresse. Voilà. Localos 80-80. Bon, il est un petit peu grand, mon, mon formulaire, mais c'est pas grave. Alors, donc vendredi, on avait fait un petit formulaire de connexion où si on n'était pas connecté, ça nous renvoyait directement sur cette page. Et si on était connecté, on ne pouvait plus l'avoir. Et ça, grâce aux sessions. Les sessions, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une variable, hein, une variable super globale qui est disponible partout dans l'environnement de PHP. Hein, donc dans tous les scripts, on aura la même variable. Et l'intérêt de la variable session, c'est qu'elle est persistante sur toutes les pages de notre site. Donc dès qu'on aura quelque chose en session, il sera accessible sur n'importe quelle page. À la condition, bien sûr, qu'on ait démarré la session avec session start. Ça comme ça. Plutôt de ce côté. On va le faire comme ça. Hop. Ça va là. Ça va là. Ok. Ouais, donc on a vu cookie et session. Et plus les formulaires aussi, du coup, j'en aussi. La session, c'est donc quelque chose qui va nous permettre de garder des informations à travers les pages, sans forcément utiliser la base de données. Et on n'aura pas besoin de faire de requêtes à la base de données avec une session. On pourra avoir du coup des données persistantes, entre guillemets, puisqu'une fois qu'on ferme le navigateur, la session se termine et les données sont perdues. Mais on pourra avoir un petit peu des données qui peuvent persister entre les différentes pages de notre site. Donc ça éviterait d'avoir à se reconnecter entre chaque page, ce qui serait assez chiant. Ok, et les cookies, on avait vu que c'était juste un petit fichier qui est stocké sur le navigateur. Je sais pas si j'en ai encore du coup. Ouais, j'ai juste mon cookie de session. On pouvait venir y mettre un peu les informations qu'on veut, les informations qui seraient utiles à l'utilisateur sur le site, hein. C'est mieux. On peut aussi avoir des cookies pour les analytics. Donc c'est ce que fait Google Analytics. Il pose un cookie pour voir un petit peu où va l'utilisateur, sur quelle page, combien de temps il reste, etc. Ça peut être assez intéressant pour suivre un petit peu le trafic de notre site. Les cookies, ça va donc servir à ça. On avait vu aussi que ça peut servir à créer un système de se souvenir de moi, comme ça, hein. Donc en plaçant un cookie avec un certain ID, on va dire, et ensuite de retrouver si l'utilisateur a ce cookie sur son navigateur. Si là, on va faire une requête aux bases de données pour vérifier s'il est disponible, enfin s'il existe en base de données, ce cookie ou pas, enfin ce hash, pardon. Et comme ça, le connecter directement sans qu'il ait à re-rentrer ses identifiants, etc. Ça peut être aussi une préférence de thème, par exemple. Si notre site il propose le thème sombre et le thème clair, on pourrait très bien lui poser un cookie avec sa préférence de thème, comme ça il n'a pas besoin de changer à chaque fois qu'il se reconnecte. Préférence de langage aussi, tout ce genre de choses. On a vu que pour placer un cookie, c'était assez simple. Il y avait la fonction setCookie, ici. On lui passe le nom du cookie, la valeur du cookie, en deuxième. Et ensuite, on avait deux façons de faire pour la suite. Soit on lui passait un tableau associatif avec des clés et des valeurs, ou soit on lui passait tous les paramètres à l'affilée. Alors le tableau comme ça, ce sera mieux. Comme ça, si on veut juste changer le HTTP only, on n'est pas obligé de renseigner tous les autres. Donc c'est plutôt cool. Parce que si on voulait renseigner que le HTTP only, il fallait qu'on laisse ça à 0, qu'on laisse ça à vide, qu'on laisse ça à vide, qu'on laisse ça à false, et que là on mette show. C'est un petit peu plus embêtant que de mettre un tableau avec juste la clé et la valeur. Braxton arrive, là, je viens de lui envoyer le lien, il ne trouvait pas aussi. Qui ça? Braxt. Ah, ok. C'est Alexandre, ça, qui a fait
font- OK. Donc la session, comme j'avais dit, hein, c'est juste une variable qui a un tableau associatif où on peut venir rajouter des choses dedans pour les avoir disponibles sur plusieurs pages. On avait vu aussi comment crypter un mot de passe, donc avec la fonction password_hash, avec en premier paramètre le mot de passe à crypter et en second l'algorithme de cryptage. Et ensuite, on avait une fonction password_verify qui prenait deux paramètres, donc le mot de passe et le hash. Si on regarde ici, il nous dit le mot de passe, donc le mot de passe utilisateur, et le hash, c'est un hash créé par password hash. Donc ici, c'est ce qui est enregistré en base de données. Enfin là, c'est pas vraiment la base de données puisque c'est nous qui l'avons mis ici, parce qu'on ne savait pas encore se connecter à la base de données. Mais du coup, aujourd'hui, on va peut-être modifier ça là et utiliser la base de données pour faire assez simple. Comme ça, le code est déjà écrit. On a juste à modifier du coup les données qui viennent de la base de données. OK, donc l'index, il n'y avait pas grand-chose. On vérifiait juste le remember cookie. Et si on avait un utilisateur dans la session, si aucun des deux était vrai, on redirigeait sur le login. Par contre, s'il y avait un remember cookie, on vérifiait qu'il correspondait bien avec celui qui est en base de données. Sinon, on renvoyait au login. Et sinon, on pouvait connecter notre utilisateur. Et ici, on lui disait juste bonjour. Pour le logout, assez simple. On enlève le cookie, puisque c'est l'utilisateur qui a explicitement cliqué sur se déconnecter. Donc, on ne veut pas qu'il soit reconnecté la prochaine fois. Donc, on lui enlève son cookie et on enlève de la session. Et ensuite, on le redirige sur le login. Celui-là, c'était le plus simple. Alors, pour la base de données, on va utiliser des classes, même si on n'a pas encore vu la programmation orientée objet en PHP. On va juste se contenter d'utiliser des classes. On ne va pas en créer ou quoi. On va juste utiliser celles qui sont disponibles. Ce sera la classe PDO. Alors, de toute façon, vous allez voir, c'est assez similaire PHP et JavaScript au niveau de la programmation orientée objet. Pour instancier une classe et en faire un objet, ce sera new avec le nom de la classe. Et entre parenthèses, hein, c'est le constructeur on va lui passer les paramètres qu'il faut. Donc là, du coup, on va voir plusieurs choses. On va voir la connexion à la base de données, plus les variables d'environnement. Donc là, on va voir deux petites choses qui utilisent des classes. C'est pas la peine de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Du moment qu'on sait les utiliser, la programmation orientée objet en PHP, ça viendra un petit peu plus tard. Alors ici, ils nous disent qu'on peut stocker ça dans une variable, déjà le retour, puisque c'est un objet. Donc on va récupérer un objet et on va instancier PDO, donc avec new PDO. Et entre parenthèses, on doit lui passer des paramètres. Alors est-ce qu'ici, il n'y a pas, non, il n'y a pas l'ordre des paramètres, ni rien, ok. Ok. Donc le premier paramètre, il faudra lui spécifier quel système de gestion on utilise, ici. Ensuite, deux points, host. Donc host, c'est où est-ce qu'elle est hébergée cette base de données. Donc là, pour nous, ce sera localhost. Point virgule, dbname, ce sera le nom de la base de données à utiliser, égale le nom de la base de données. En second paramètre, ce sera le nom d'utilisateur, et en troisième, ce sera le mot de passe. Alors, du coup, je vais créer un nouvel utilisateur pour ça, en SQL. Alors, déjà, il faut que je démarre mon... Je peux poser une question? Non, pas aujourd'hui. Vas-y. Il y a quoi dans cette classe vidéo? Il y a quoi dans cette global. classe? Oui. Tout ce qui est lié à la... c'est des méthodes et des propriétés qui sont liées à la base de données. Ok. Et Alors, ça En fin de sert à compte, quoi? j'ai l'impression que PHP, c'est moins intuitif que JS. Il euh, faut lui donner tous les noms des choses pour qu'il les fasse.
User, c'est l'utilisateur et passe ses passwords, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et la base de données. Voilà, ici, c'est ta chaîne de caractères de connexion. Oui. De toute façon, on va le faire tout de suite. Vous allez Ok. voir. Ok. Je vais juste créer un utilisateur avant. Hop, je vais mettre ici. Créer un utilisateur en MySQL. Hop. Donc, on va faire comme ça. Create user. Ici, on va lui donner un nom. @localhost. Donc, je vais créer l'utilisateur. Pour l'instant, je ne vais pas donner de nom. Sur localhost. Donc, le host, pour lui, ce sera localhost. Et pour lui donner un mot de passe, Pourquoi vous avez identify. mis arrobase? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est @. Donc, ce sera mon nom d'utilisateur @localhost. Donc, cet utilisateur-là, il vient de localhost. C'est pour créer un utilisateur. Ici, je vais mettre PHP Forms, parce que c'est comme ça que je l'ai appelé mon dossier. Donc, je vais appeler PHP Forms @localhost identified by. Et moi, j'ai pas envie de mettre de mot de passe, donc je mets une chaîne de caractères vide. En principe, il faudrait mieux mettre un mot de passe, hein, mais bon. Voilà. Ici, il me dit query OK, etc. Alors là, ce que je peux faire, c'est vérifier qu'il a bien été créé. Donc, c'est dans la base de données que vous avez tous, MySQL. Et on peut faire un select. Alors, je sais plus si c'est user. Mais non, on peut récupérer l'utilisateur direct de la base de données, non? Ou il faut le créer? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, je vais t'expliquer pourquoi il faut le créer. Alors, je sais plus c'est comment. Show tables. C'est user. OK. Ok, alors je vais juste describe user, parce que je sais plus c'est quoi le nom de la colonne. Ah, c'est user avec un U majuscule. User from user. Voilà. Moi, c'est lui, il a bien été créé. Bon, moi, j'en ai quelques autres, hein. Voilà. Alors, pourquoi on va créer un utilisateur? Tout simplement parce que si ici en user, tu mets root, et qu'en passe, tu mets rien, il n'accepte pas. Il acceptait avant, mais maintenant, il n'accepte plus. Donc, il faudra créer un utilisateur. Et en général, tu crées un utilisateur, enfin, c'est comme ça qu'on faisait sur PostgreSQL, en tout cas. Sur Postgres, on crée un utilisateur pour chaque base de données différente. Ça permet de limiter un petit peu, si jamais ton utilisateur est corrompu, si quelqu'un trouve le mot de passe de cet utilisateur-là, il peut accéder qu'à une seule base de données et pas à toutes tes bases de données. Donc, en général, on va vouloir créer un seul utilisateur par base de données. Alors, donc pour le créer, hop, je vais copier cette ligne-là. Alors, pour le prompt, je vais faire comme c'est écrit chez vous normalement. Hop. Voilà, comme ça. Comme ça s'affichera. Hop, comme ça. PHP Forms. Quel est où PHP Forms? Alors ici, création de l'utilisateur, utilisateur, PHP Forms, sans mot de passe, parce que c'est une chaîne de caractères vide. Alors, pour attribuer, parce que c'est pas fini, il faut quand même faire autre chose, parce que sinon cet utilisateur-là, il sert à rien, puisqu'il a les droits sur rien du tout. Pour attribuer des droits à un utilisateur, on va faire comme ça. Pourquoi vous avez mis PHP Forms? Parce que le nom du dossier s'appelait Forms, parce qu'on avait vu les formulaires. Ah, ok. Donc formulaire session et cookies, du coup, je l'appelais pareil. Donc, on crée notre utilisateur pour T'es notre pas obligé de base. l'appeler PHP Forms, hein, tu l'appelles comme tu veux.
et tu peux mettre un mot de passe si tu veux. Donc ici, ce sera mot de passe, et ici, ce sera l'utilisateur. Alors d'ailleurs, je vais même mettre hop, hop, nom. D'utilisateur. Ok, ici on est d'accord. Comme ça, ce sera peut-être plus clair. Oui. Password. Mot de passe. Et ici, du coup, ce sera l'hôte. Donc l'hôte, dans notre cas, c'est localhost. Hein. Oui. Voilà. Et pour attribuer les droits à un utilisateur, alors, il va falloir écrire grant. Alors, je ne sais plus si c'est all privileges ou privilege. On va essayer comme ça. Privilege to. Ensuite, on met notre nom d'utilisateur. On. Non, d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est d'abord le on. Grant privilege on notre base de données. Donc ici, elle s'appelle aussi PHP Forms. Enfin, pour l'instant, elle n'existe pas d'ailleurs. Il faut peut-être que je la crée avant. Ce sera peut-être plus logique. D'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre de guillemets. Voilà, ok. Et donc ici, grant privilege on le nom de la base de données. Point, étoile, pour dire qu'on lui donne accès à toutes les tables. Donc ici, c'est PHP Forms. Point. On pourrait choisir juste une table, juste lui donner accès à une seule table. Là, on veut lui donner accès à toutes les tables. To, notre nom d'utilisateur. Alors, en principe, on essaie de mettre des noms d'utilisateurs et de bases de données différents. Comme ça, c'est un petit peu plus difficile pour un pirate de trouver quelque chose. Alors, si je ne me suis pas trompé, voilà. Alors, c'est peut-être all privilege. Non, alors c'est eux qui me dit. Alors, c'est peut-être à cause des guillemets sur PHP Forms. Non, alors, on. Il faut que je revérifie la syntaxe. Comme je ne le fais pas souvent celui-là. Un coup sur deux, je me trompe sur la syntaxe. Alors, grant privilege. Alors. Donc déjà, c'est grant all privilege. Tac, tout, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, all privilege. Donc, PHP Forms, normalement, si je l'ai bien créé. Point étoile, tout. Mon utilisateur, localhost. Alors, normalement, ça devrait marcher. Donc, c'est le PHP Forms qui a un petit souci. Des fois, c'est le nom de la base de données qui ne kiffe pas trop. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, il y avait des guillemets, il n'en voulait pas. Ah. Ouais, des fois, c'est un petit peu. Il me semble que tout à l'heure, j'ai déjà fait pareil, mais. Ah, c'est parce qu'ici, j'avais pas mis le all. Donc, ce sera quelque chose dans ce genre-là. Nom de la base de données. Tout. Nom. Et ici, c'est l'autre. Voilà. Donc, create user, nom d'utilisateur entre guillemets, arrobase, hôte entre guillemets. Dans notre cas, je répète, c'est localhost. Et ici, c'est pour le mot de passe. Identified by notre mot de passe. C'est toujours localhost?
Pas forcément, si tu le fais sur un serveur distant, ce sera peut-être pas localhost. Après, ça peut dépendre de pas mal de choses. Ok. Ça dépend de où est-ce qu'elle est hébergée, ta base de données. Mhm. Ton autre, ça peut très bien être une adresse IP. Ok. Ici, pour attribuer des droits à un utilisateur, grant all privilege on, nom de la base de données, point. Ici, je vais mettre nom de Donc, table. donc, on met à la place de localhost, on met l'adresse IP de serveur à distance, c'est ça? Ouais, par exemple. Mhm. Ok. Voilà. Donc, grant all privilege on, nom de la table, nom de la base de données, pardon, point, nom de table. Tout, notre nom d'utilisateur, arrobase hot. Si on veut lui donner les privilèges sur toutes les tables, toutes les bases de données, on met étoile, point, étoile. Là, ce serait étoile. Étoile. Donc là, il aurait accès à tout, votre utilisateur. Toutes les bases et toutes les tables. En général, on fera plutôt quelque chose dans ce genre-là, si on crée un utilisateur en particulier pour une base de données en particulier. Hop. Ok. Alors, ouais. Ici, on va faire une requête en base de données dans ce fichier et une requête en base de données dans ce fichier aussi. Donc, soit on la joue pas très intelligent et un petit peu répétitif et on réécrit à chaque fois le code dans les deux fichiers, au risque que si jamais un jour on change un truc, il faut le changer dans les deux fichiers. Et c'est de pire en pire si on a plus de fichiers. Ou soit on la joue intelligent et un petit peu feignant et un petit peu dry, don't repeat yourself, et on se le met dans un fichier à part qu'on viendra importer dans les fichiers qui ont besoin. Moi, je vais plutôt utiliser cette méthode-là. Donc ici, je vais mettre db-con.php pour database connection, hein. Et donc, c'est ici que je vais venir. Il est passé où mon site internet? C'est ici que je vais venir faire ça. Clac. Voilà, je m'embête pas, je copie-colle. Moi, je l'appelle juste PDO pour que je sache que c'est un objet de ma classe PDO. OK. Moi, c'est bien MySQL, c'est bien localhost. Par contre, ici, c'est PHP Forms. Et mon utilisateur et mon password. Pour l'instant, on va faire comme ça. La méthode pas bien. Et après, on fera la méthode bien. Hop. OK. Alors, on va voir déjà ce que ça nous donne. Pour l'instant, ça ne nous donne rien puisqu'on a utilisé le fichier nulle part. Pour l'instant, il est tout seul dans son coin. Alors, pour importer un fichier en PHP, on a 4 façons de le faire. On va le faire directement ici dans le login. Après ma session, ça ira bien. On va le faire par là. Quoique ici, on n'en a pas forcément besoin tout de suite, mais on va le faire là. Alors, pour importer un fichier, comme je disais, on a plusieurs façons de le faire. On en a 4. On a le include. Hop. On va ouvrir les 4 dans des onglets. On a le include once. On a le require. Et on a le require once. On va mettre ça en grand. Hop. Alors, on va commencer par le include.
Donc ici, il nous dit l'expression de langage include inclut et exécute le fichier spécifié en argument. Donc les fichiers sont inclus suivant le chemin du fichier fourni. Voilà, si aucun n'est fourni, blablabla, etc., etc. On a des erreurs, blablabla. Ok, alors à quoi ça va servir? Alors est-ce qu'il nous dit par contre, est-ce qu'il nous dit la différence ici dans la doc? Ah, voilà. Notez que include et require vont lancer des erreurs de type e-warning si le fichier n'est pas accessible avant de lancer une erreur de type e-warning ou e-erreur respectivement. Alors, on va déjà essayer, et ensuite, on verra ce que ça donne. Alors, ils nous disent de faire include suivi du chemin du fichier. Alors moi, le fichier, il est au même niveau que mon login. Donc je vais mettre entre guillemets, un point virgule à la fin, hein. Point slash pour dire que c'est dans le même dossier, et il est là. Hop, j'enregistre. Ok. Jusque-là, tout va bien, j'ai pas dû faire d'erreur. Alors on va peut-être faire un petit écho ici, pour être bien sûr que on a bien importé le fichier. On va mettre un petit OK. Voilà. On a un OK ici. Et on a fait le petit include ici. Donc là, apparemment, c'est bon. On a bien importé. La différence avec include once, comme son nom l'indique, il va l'inclure qu'une seule fois. Alors, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Tac, tac. Voilà, ici, on voit que notre OK, il est 4 fois, parce que ici, j'ai fait un include 4 fois. Par contre, si je mets du include once, oups, il devrait le mettre qu'une seule fois. Voilà. La différence entre include et include once, il va vérifier si le fichier n'a pas déjà été inclus. OK? Ça veut dire que je pourrais très bien faire quelque chose dans ce genre-là. Là, ici, il a été inclus. Donc, les include once, derrière, il voit qu'il a déjà été inclus, donc il ne fait rien. En général, moi, j'utiliserais plutôt les underscore once. Comme ça évite d'importer plusieurs fois le même fichier dans un autre. Ça évite les soucis. Alors, celui-là, on va le laisser là pour l'instant. J'ai pas bien compris. C'est quoi include once? Ouais, pareil, like Artus, là, j'étais en train de me dire, mais attends, pourquoi faut La le faire différence entre les deux, plusieurs fois, pas plusieurs fois? la différence entre les deux, c'est que le include, il va l'inclure autant de fois qu'on lui demande. Le include once, il va vérifier s'il n'a pas déjà été inclus avant. Ok, c'est bon. S'il a déjà été inclus, il ne va pas le remettre. Par contre, s'il n'a pas été encore, il va le mettre. Ok. Donc là, tu peux en mettre 15 des include once si tu veux, il va le mettre qu'une seule fois. Par contre, si tu mets des include 15 fois, bah, il va le mettre 15 fois. Et donc là, dans le cas de notre base de données, il va instancier 15 objets PDO et il va écrire 15 OK. Donc on va faire 15 connexions à notre base de données. En général, on voit souvent le underscore once, que ce soit pour le include ou pour le require. Alors, on va essayer avec le require. Require. Hop, j'ai toujours mon OK. Là, ça marche de la même façon, hein. Si je le mets plusieurs fois, bah, je l'ai plusieurs fois. Mais pourquoi on le met plusieurs fois? On Bah, a besoin là, une fois, on en met une fois. oui, là, c'est complètement stupide. Sauf que, par exemple, tu pourrais très bien inclure un autre truc en dessous, inclure un autre truc en bas, et peut-être que dans ces fichiers que tu as inclus, tu as déjà inclus la base de données. Ah, ok. Donc là, le require once ou include once, il serait bien pratique parce que du coup, il réinclut pas une deuxième fois. Parce que tu peux pas te rappeler dans tous les fichiers où est-ce que tu l'as mis, quoi. Oui. Hop. Le require once, sans surprise, hein, il fait comme le include once. Ok. Vous allez me dire, pourquoi utiliser un require ou include, c'est quoi la différence? C'est ça la question, hein. Oui. Alors, on va se tromper sur le nom du fichier. Voilà, ici on a. Alors pourquoi il s'affiche deux fois d'ailleurs ça? Je l'ai mis qu'une fois pourtant.
Ouais, bon, c'est pas trop très grave, je pense. OK. Là, il nous dit warning, include once, fail to open stream, no such file or directory, blablabla. Forcément, puisque je me suis trompé, entre guillemets, dans mon fichier. Avec le require, c'est pas le même délire. Avec le require, on a un fatal error. Donc le include, ce qu'il va faire, il va être un petit peu plus souple, on va dire, un petit peu plus permissif. Le include, il va juste envoyer un petit attention si jamais il ne trouve pas le fichier ou s'il y a un problème dans le chemin du fichier. Par contre, le require, c'est vraiment un fichier qu'on a besoin absolument. Donc là, s'il ne le trouve pas ou s'il y a un problème dans l'URL ou quoi ou qu'est-ce, il envoie directement une erreur fatale et fait planter le script. D'ailleurs, on voit la page ne s'affiche même pas là. Alors que juste avant, avec le include once, ici ma page elle s'est bien affichée, j'ai juste des attentions en haut. Donc c'est mis include once. Ça dépend. Parce que là, dans ce cas-là, tu as forcément besoin de ta base de données pour connecter. Là, ici, ça ne marcherait plus, ton site. Donc, il vaut mieux mettre directement le require. Comme ça, au moins, il fait planter directement tout le script. Et tu peux faire quelque chose. À la place d'afficher ça, tu pourrais rediriger sur une page d'erreur 500, par exemple, pour dire il y a eu un problème côté serveur. Plutôt que d'afficher ton champ de formulaire. Et au final, la personne essaie de se connecter et puis il n'y arrivera jamais. Puisque ta base de données, elle n'est pas connectée. Ok. Voilà pour la différence entre les deux. Require, le fichier sera absolument nécessaire. Include, ce sera plus pour un fichier dont on pourrait se passer. Voilà. Et du coup, il y a les variantes pour les deux avec le underscore once pour l'inclure que s'il n'a pas déjà été inclus. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais, pour l'instant, ça va. Ok. Moi, en règle générale, la plupart du temps, j'utilise require once. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est mieux de toujours utiliser toujours once alors. Ouais. Le underscore once, ouais, j'utilise jamais l'autre, moi. Et pourquoi ils l'ont créé alors? Il doit bien avoir une raison. Bah ouais, justement, j'aimerais bien savoir aussi. En vrai, ça doit être pour des. Peut-être si tu mets, imaginons, dans un site où tu as plusieurs fois la même phrase d'accroche, etc., pour éviter de répéter toujours la même chose, peut-être un include dedans. Comme ça, il peut la mettre plusieurs fois. Ça peut servir peut-être dans ce genre de cas. Ou peut-être pour un titre qui revient souvent. Sachant que. Alors, regardez, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, là, ça va commencer à être le bordel, il faut s'en souvenir après. On peut écho la variable message. Alors, vous allez me dire, là, elle n'est pas définie. Ici, on n'a rien défini de message. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la définir juste avant d'inclure le fichier. On peut dire message égal bonjour. Hop. Et là, il m'affiche bonjour. Parce que j'ai déclaré ma variable ici. J'inclus mon fichier. Donc, il va regarder dans ce fichier-là. Il exécute ça. Il écho message. Message ici, il est bien défini puisque je l'ai défini juste avant. Alors, je vais même les mettre côte à côte, comme ça on verra mieux. Hop là. Voilà, donc ça, c'est mon fichier que j'inclus. Ça, c'est mon fichier de base. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon, j'ai cliqué sur le mauvais truc, c'est pas grave. Voilà, ok. Donc ici, je définis une variable message avec bonjour dedans. Je require mon fichier. Et ici, je l'affiche. Donc le require, par exemple, ça pourrait servir à ce genre de choses. Hop, et là, message, tu lui donnerais une autre valeur. Et si tu fais ça, tu as bonjour et 42. Tout simplement parce que la variable elle a changé avant d'inclure le fichier une deuxième fois. Bon, alors là, je l'ai pris avec le fichier de la base de données, c'est pas le meilleur exemple, mais tu pourrais imaginer un autre code que celui de la base de données dans ce fichier, et tu pourrais faire un truc dans ce genre-là.
Donc, je pense que c'est surtout à cause de, enfin, plutôt pour ça qu'ils ont utilisé, enfin, qu'ils ont créé les deux versions. Parce que sinon, ouais, je vois pas l'intérêt. Ok, donc ici, notre connexion a l'air d'être bonne, puisqu'on n'a pas eu de soucis. Ici, je vais faire plutôt un require once de notre database. Hop. Ok. Hop. Alors, je vais juste faire un password hash de ça pour le récupérer et créer mon utilisateur en base de données. Il faut que je crée une table aussi. Alors, je vais faire un createdb.sql, ce sera plus simple. Hop. Alors, drop database PHP forms, si elle existe. Hein. Create database PHP forms, use PHP forms, et create table users. Oups. Comme ça, on va mettre. Voilà. Alors ici, on a besoin d'un first name, last name, email, password. Alors, je vais mettre un user ID déjà. Alors, je vais tout mettre entre double quotes, ce sera plus. D'ailleurs, vous avez vu, il y a le type big int. Il accepte des plus grandes valeurs que le int. C'est ça la différence. Hein. Si vous comptez avoir vraiment beaucoup d'utilisateurs, utilisez plutôt big int que int. Auto-incrémente. Primary key. Hop. Alors, peut-être reprendre des créer DB plutôt que tout réécrire, parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais bon. Alors, varchar, on va le donner 40, allez. Note nulle. Hop, donc ça sera pour last name. 40 c'est déjà suffisant, je pense. Email, 40 ce sera suffisant. Par contre, on va le mettre en unique. Hop. On va mettre un password. Par contre, je vais mettre plus que 40. Je vais mettre 255. Parce que quand le mot de passe est haché, il fait bien plus que le nombre de caractères qu'on a spécifié à la base. Date. Timestamp. Default now. On va faire la même chose pour update date. Hop. Voilà. Et ici, je vais directement insérer un utilisateur, créer un utilisateur. Alors ici, je veux first name, last name, email, password. First name, last name, email, password. Et je veux les valeurs. Hop, ça déjà. Et pour le password hash, bah, je vais juste le echo, le password hash, comme ça on va voir ce que ça donne. Et je vais le copier directement dans la base de données. Oui, ah, il est super long. Vous voyez pourquoi j'ai mis plus que... Bon, 255, c'est un peu exagéré quand même. Bon. Et le mot de passe, donc ce sera ça. Voilà. Et point virgule.
Bon, d'accord, on va laisser comme ça. Alors. Hop, OK. Du coup, je vais importer mon fichier SQL. Ça a l'air d'être bon. On va voir du coup si c'est bien bon. D'ailleurs, je me suis connecté avec root, mais bon, c'est pas grave. Select from users. Ça a l'air d'être bon. OK. Donc maintenant, ça c'est bon. On a bien notre connexion. Et du coup, notre utilisateur, il n'y a plus besoin d'être ici. Alors, OK. Voilà, donc c'est ici qu'on va venir faire notre requête pour notre utilisateur. Donc ça, on peut l'enlever. Là, ici, on récupère les données du formulaire. Donc l'email, le password et le remember me. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un remember me dans le... Ici. Remember me. Token. Alors là, comme je ne connais pas la taille, je vais mettre texte. Hein. Peut-être qu'il fera plus que 255. Il peut être nul, par contre, donc c'est tout, en fait. Voilà. Ok, bon, il faudra juste que je réimporte mon fichier, mais bon, c'est pas très grave. Alors, donc, si j'ai un email et un mot de passe, ici, je vais faire une requête pour voir si... ouais, si ce sera mieux de le faire comme ça. Ouais. Je vais faire une requête pour voir si l'email qui m'a été envoyé correspond à un email que j'ai en base de données. Donc, pour ça, on va utiliser notre variable PDO, notre objet là, qui a été retourné par notre classe PDO, donc qui sera tout simplement la variable, l'objet qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données. Et donc celui-là, il est comme en JS, hein, c'est un objet, il a plusieurs méthodes disponibles, des propriétés, etc., des attributs. Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser ici, PDO. Et alors pour utiliser une méthode d'un objet, ce ne sera pas le point, parce que le point, on a vu que c'est pour la concaténation. Donc ici, en PHP, ils ont trouvé autre chose, il faudra faire une flèche. Donc avec le tiret du 6 et le signe plus grand. Comme ça. Alors, est-ce qu'il nous propose... Alors, il ne nous propose pas forcément. L'autocomplétion pour l'objet PDO est pas ouf. Ouais, non, il n'y a pas. Alors, est-ce que je vous montre la version sécurisée tout de suite ou pas? Ah ouais. C'est mieux, on commence par la sécurisation. On fait la version injection SQL ou la version pas injection? Parce que pour la version injection SQL, il faudrait... d'ailleurs, La version qu'on utilisera le plus facilement et le plus régulièrement. Alors, on va faire la requête préparée. Et tu vois la logique normale, tu vois. Ouais, bah Montre-nous oui. pas ce qu'on ne fera jamais. Montre-nous ce qu'on va utiliser régulièrement. Voilà, c'est ça. Je vous montrerai plus tard C'est ça. comment on peut injecter quelque chose du coup. Voilà, montre-nous ce que la base qu'au Voilà. quotidien on va Ce utiliser, sera mieux c'est comme ça, ça. ce sera Apprenez peut-être plus ça. facile à retenir. Donc on va Et à utiliser la donc... fin, quand on maîtrisera un peu, tu pourras dire, bah, regardez, vous avez telle et telle et telle et telle version. Alors Merci. on va utiliser ce qu'on appelle une requête préparée. Donc pour éviter les injections SQL, pour éviter de balancer directement les variables dans notre chaîne de caractères SQL. On ne sait pas qui peut rentrer quelque chose dans le champ. Et comme je vous avais expliqué, il peut peut-être tout simplement supprimer votre base de données, ce qui est pas forcément souhaitable. Donc là, ce sera la méthode prépare, tout simplement. Prepare, comme ça. Et entre parenthèses, ici, il nous dit statement. Donc ce sera notre SQL qu'on va mettre ici, entre guillemets. Alors, ce qu'il nous dit...
Voilà. Et ici, il nous dit ça retourne quelque chose. Donc, on va le stocker quelque part. Moi, je l'appelle statement parce que ça nous renvoie un statement. Si on regarde ici, on voit PDO statement. Ça nous renvoie un PDO statement. Alors ici, je vais faire un select étoile from users where pardon, email est égal à, nous on veut que ce soit égal à ça là, à cette variable email. Donc ici, on va pas mettre directement notre variable, on va mettre ce qu'on appelle un placeholder, hein, donc je sais même pas comment ça s'appelle en français un placeholder. Quelque chose en fait qui va représenter notre variable. Et alors, on peut l'utiliser soit avec un point d'interrogation comme ça, soit on peut lui donner un nom, ce qui sera plus facile pour la suite. Donc moi, je vais tout de suite lui donner un nom. On va la nommer comme ça, donc avec 2 points, et ensuite le nom qu'on veut. Donc, je vais prendre email. Donc là, ici, je lui dis, alors, tu vas me préparer cette requête. Donc, select étoile from user where email est égal à un paramètre que je vais t'envoyer plus tard qui s'appellera email. Et ici, on va lui renseigner le paramètre. Donc, on va récupérer ça, notre statement, qui sera, comme on a vu ici, hop, PDO statement, il y a écrit là. Donc, ce sera un objet de PDO statement. Et on va utiliser une méthode encore, qui sera bind value. Bind value, c'est pour lier une valeur à un paramètre. Ici, il attend 2 paramètres. Le premier qui est notre nom de paramètre, donc de point email, et le deuxième, la valeur. Donc la valeur, je vais faire quand même un HTML entities, on sait jamais, de notre email. Hop. Alors donc là, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ici, j'ai préparé ma requête SQL pour éviter des injections. Donc il n'y a pas d'injection. Ici, je viens donner une valeur à mon paramètre de point email. Ça va pour vous pour l'instant? Ouais, ça va. Ok. Donc là, j'ai juste fait ça, j'ai juste préparé ma requête et j'ai affecté une valeur à ce paramètre. Donc là, ce que ça revient à dire, hein, c'est select étoile from users where email est égal à ma variable email. Sauf que quand on fait un prepare, lui, il fait les choses bien, il va échapper des caractères, etc. pour éviter qu'on ait des failles de sécurité. Donc c'est plutôt cool, on n'a pas à le faire nous-mêmes. C'est directement fait par notre classe PDO. Par contre, je ne l'ai pas encore exécuté. Donc là, je vais reprendre mon statement encore. Prepare, c'est un objet dans notre PDO, c'est ça? Prepare, c'est une méthode de Ok. notre objet PDO. Tout ce que tu vois après la flèche, c'est des méthodes. Ok. Et ici, bah, je vais l'exécuter. Donc là, je l'ai exécuté, par contre, je ne l'ai pas encore récupéré. Pour le récupérer, alors, je vais le stocker dans une variable que je vais nommer user, qui sera égal à statement flèche fetch. Voilà. Donc là, on a préparé notre requête. On lui a donné la valeur pour notre paramètre email. On l'a exécuté. Et ici, on lui a dit d'aller chercher les résultats qu'on a stockés ici. Alors, on va essayer déjà de afficher notre user, voir si j'ai pas fait de bêtises. Alors, par contre, je vais peut-être commenter le reste comme ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction qui permet d'arrêter le script. C'est la fonction die.
Donc ça va arriver là, ça va avoir die, ça va couper. Et ça va pas continuer tout le reste. Donc, comme ça, je vais pouvoir avoir mon user. Sans que ça me connecte, etc. etc. Alors, juste avant, je vais fermer les onglets. Je réactualise. Ok. Alors, l'email, c'était, je sais même plus. C'était ça. Le mot de passe, c'est Jennifer. Voilà. Ici, je récupère bien quelque chose. Par contre, je le récupère d'une façon un peu bizarre. Ici, on a un tableau associatif assez étrange, parce qu'il est doublé au final. Il y a une clé qui est en chaîne de caractères et une clé numérique. Sauf que c'est les mêmes valeurs à chaque fois, hein. Donc on récupère bien notre utilisateur, mais par contre, on l'a sous forme de clé numérique et sous forme de clé alpha numérique. Là, il n'y a pas de alpha, mais bon. Il n'y a pas de numérique, pardon. Mais... Ok. Alors, pour changer ce comportement par défaut, hop, PDO, ici, on peut lui passer autre chose. Je ne sais pas s'il nous le montre ici dans le constructeur. Voilà, on a le DSN, qui est donc notre chaîne de caractères pour le nom d'hôte, le nom de la base de données et le système de gestion. On a notre username qui est là. On a notre mot de passe. Et ensuite, on a des options. Les options, alors est-ce qu'il nous donne un indice ici? Non. On va aller voir sur le site après. Les options, ce sera un tableau associatif. Hop. Avec des clés et des valeurs donc. Et on en a deux qu'on va utiliser, qui viennent de la classe PDO elle-même. C'est ce qu'on appelle des constantes dans la classe. Donc c'est des propriétés de notre classe. Donc, il faudra utiliser le nom de la classe. Alors là en PHP c'est assez bizarre, il faudra utiliser deux points. Et ensuite c'est default fetch mode. Et ici on va lui affecter la valeur de, encore une constante de PDO. Voilà. Donc comme ça ici, là ce que je lui ai dit c'est que par défaut, hop, quand il va récupérer, quand il va faire le fetch ici, là, ici c'est le default fetch mode qu'on change, il va me le fetch à soc. Fetch à soc, ça veut dire quoi? Il va me le récupérer sous forme de tableau associatif. Donc là, si je réactualise, on n'aura plus le 0, 1, 2, etc. On aura juste les chaînes user ID, first name, etc. Ce qui est quand même un petit peu plus sympa. OK? De toute façon, c'est quelque chose que je vous mettrai tout le temps. Parce que sinon, il faudrait le préciser à chaque fois ici, entre parenthèses, dans le fetch. Il faudrait mettre un truc dans ce genre-là. À chaque fois qu'on fait une requête. Donc autant le mettre par défaut, comme ça on n'a pas besoin de le mettre ici à chaque fois. Après, l'un ou l'autre fonctionne. Faut juste savoir qu'on peut le mettre directement de base par défaut. Donc là, on a bien récupéré notre utilisateur en base de données. Donc là, OK, c'est cool. Hop. Donc on va continuer sur notre lancée. Donc là, ici, ça tombe bien, c'est les mêmes noms. Et c'est les mêmes noms de variables. Donc là, ça devrait être bon. OK. Par contre, le remember me, ouais, il faut que je réimporte mon SQL. Si je ne l'ai pas déjà fait. Tac, tac. Okay, bon, je vais faire un petit select, ça coûte rien. Voilà, remember me token, il est là. Alors, par contre, je vais faire un truc un petit peu plus complexe que du MD5. Halfouche, le MD5, c'est pas ouf. On peut le décrypter. Donc là, on va plutôt utiliser la méthode, enfin la fonction hash. En premier, il faudra lui passer l'algorithme de hachage, et en deuxième, la donnée à hacher. Moi, je vais le hacher en SHA-256.
Normalement, ça doit fonctionner. Alors, je vais quand même vérifier avant. Je vais faire un écho de H. Donc, chat 256. Même MD5 est réversible normalement. MD5, il est réversible, ouais. Mais le chat, il n'est pas réversible, si? Oui. Je suis plus très sûr. De toute façon, s'il n'existe pas une fonction inverse, Ça va donner un récupérer truc le dans mot ce de genre-là passe. Oui. pour le SH à 256. Donc moi, ce sera mon token de Remember Me. Et on pourrait même lui rajouter. Ouais. Même si on veut hacher un grand fichier, il va nous donner une petite phrase avec le Mm. HF256. Mm. C'est un, un algorithme, il est très bien fait. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter en plus le timestamp actuel. On va voir ce que ça me donne du coup. Alors là, il veut pas. String et int. Ah bah tiens, bah comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on caste des valeurs. Caster une valeur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez? Caster une valeur, c'est transformer le type d'une donnée. Donc, comme en JavaScript, par exemple, quand on reçoit quelque chose d'un champ de texte utilisateur, quoi qu'il arrive, ce sera toujours une chaîne de caractères. Même si on rentre des nombres dedans, même si le input il est de type nombre, ce sera toujours une chaîne de caractères. Donc, on avait vu qu'en JavaScript, on pouvait changer ça et qu'on pouvait le transformer en nombre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle caster une valeur. Le casting en anglais, hein. Avec JavaScript, on pouvait mettre un plus. On pouvait faire number comme ça entre parenthèses. Hop. On pouvait aussi faire le parse int, etc. Ici en PHP, on va mettre des parenthèses juste avant la valeur à changer. Et entre ces parenthèses, on va écrire le type de données qu'on veut. Normalement, là, il ne devrait plus m'envoyer d'erreur du coup. Non, il ne veut pas. Ah oui, parce que maintenant, c'est plus un plus, c'est un point. C'est vrai, la concaténation, c'est le point. Voilà. Alors, pour Arfouche qui aime bien voir les types, etc., on peut faire un get type pour récupérer le type de quelque chose. Alors là, si je fais test, alors je vais mettre comme ça. Il devrait nous sortir chaîne de caractères. Si j'affiche rien, il ne va rien nous sortir du tout. Voilà, il nous sort chaîne de caractères. Par contre, si je mets int devant integer, si je mets bool, boolean, bon, string, mais là, ça sert à rien puisque c'est déjà une string. Une string. On peut mettre array peut-être. Voilà. Donc ça, ce sera pour changer les valeurs, enfin le type de notre variable. Assez simple, hein. On met juste avant ce qu'on veut changer, entre parenthèses, le nom du type, et il va nous le changer directement, automatiquement. Alors par contre, si on fait un truc du genre int de ça, il nous sort 0. Pourquoi? Je sais pas. Boolean, il nous sort 1, puisque c'est une valeur vraie. Si je mets une chaîne de caractères vide, il est censé rien sortir. Voilà, puisque c'est traité comme faux, une chaîne de caractères vide. Array, je sais pas ce qu'il va nous sortir. Ah ben il nous sort directement un tableau avec test dedans, etc. Alors, tout ça pour dire que je voulais utiliser plutôt ça que le MD5.
Hop. Je vais vous renoter après comment on fait pour le cast, etc. On va faire plutôt hop, ça comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non, non, oui. Oui, mais je Non, ne pour sais pas l'instant. encore comment les formuler. Ok. Bah, réfléchis et reviens après. Alors, ici, si on a le Remember Me, on veut mettre un cookie. Par contre, ce cookie, on veut aussi le mettre sur notre utilisateur en base de données. Alors, je vais stocker ça dans une variable du coup, plutôt que de le réécrire. Je vais mettre ça là, comme ça. Comme ça, ici, je vais mettre le cookie. Et en plus, je vais faire une requête à la base de données pour modifier mon utilisateur, pour modifier le champ Remember Me Token et y mettre cette valeur-là. Donc, on va faire pareil. PDO, prepare, hop, update, users, set, set quoi? Set remember me token est égal à token where user ID est égal à un autre paramètre ID. Donc là, j'aurai plusieurs paramètres à mettre. Bon, je vais copier ça déjà. Hop. Donc ça, ici, ça nous renvoie quelque chose. Donc je vais maintenant une variable appelée statement. Ici, c'est pas l'email qu'on va bind. Ici, c'est token. Token et la valeur. J'ai pas besoin d'HTML entities ici. Parce que c'est moi qui l'ai mis. Alors d'ailleurs, je l'ai mal écrit en plus. Voilà, donc le token, il prendra la valeur de notre hachage ici, là. Et le ID, il va prendre la valeur de notre utilisateur qu'on a récupéré, son ID. Et ici, on va faire statement execute. Pourquoi c'est mis comme ça, lui? Voilà. Donc ici, on place un cookie sur le navigateur. Et ici, je viens modifier l'entrée de mon utilisateur en lui plaçant cette même valeur dans le champ Remember Me Token pour son ID et j'exécute. Et là, j'ai pas besoin de récupérer quoi que ce soit. À la rigueur, on pourrait récupérer la réponse pour voir si ça a bien été fait ou pas. Si ça n'a pas été fait, on pourrait envoyer un message à l'utilisateur, etc. Bon, on va pas forcément le faire, hein. Et voilà. Du coup, là, normalement, on aura juste le index à modifier. Alors, ici, pour l'instant, Remember Me Token, c'est nul. On va essayer une connexion, normalement. Ça devrait être bon. Alors non, c'était pas ça. Alors, j'ai récupéré mon copier-coller. Hop.
Alors, je vais faire se souvenir de moi. Je connecte. Alors ici, hop. Ok, bon ça c'est pas très grave. Hop, je vais juste voir si ça nous a bien mis. Voilà, notre token il est bien là. Le Remember Me token. Et il doit correspondre à ce qu'on a mis dans le navigateur. Hein. Si je regarde dans l'application, les cookies, voilà c'est bien F3, je sais pas trop quoi. F3, B7, F3, B7E, etc. Donc les deux correspondent. Maintenant on va pouvoir s'occuper de la page index. Parce que là forcément, on n'a pas bien mis tous les trucs à jour, donc ça marche pas. Alors, est-ce qu'on a autre chose à faire ici? Non, bon, ça, c'est pas très grave, parce que le get, on va pas le faire. Hop, l'index.php. Voilà, ici, on vérifiait. Ça, ok. Voilà, donc c'est à cause de ça que ça a posé des soucis. Parce que là, forcément, c'était pas la même chose. Donc ici, si on a un remember me cookie, il va falloir qu'on aille chercher en base de données ce cookie. Alors là, ici, je vais utiliser la base de données, donc require once, ma connexion à la base de données. Ok. Voilà. Donc si j'ai mon remember cookie ici, on va faire directement statement est égal à PDO prépare. Hop. Et là, je vais faire un select étoile from users where remember me token est égal à cookie. Ici, je vais venir attacher une valeur à ce paramètre, bind value. Donc, je l'ai appelé cookie. Et la valeur, ce sera remember me cookie. Et j'exécute. Hop. Et ici, je devrais récupérer un utilisateur. User est égal à statement fetch. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre s'il n'y a pas d'utilisateur, je renvoie à login.php. Sinon, je mets mon utilisateur dans la session. Et je pourrais faire même encore mieux maintenant. Je pourrais régénérer un token pour qu'il change à chaque connexion. Donc je pourrais faire toute cette partie-là, en fait. Donc là, on voit qu'il commence à y avoir de la répétition de code. C'est pas terrible. Hein. Alors, on pourrait faire ça. Alors là, ce sera pas J'aime bien, là, email, on pourrait faire ça, il y a 5 lignes qui apparaissent. ce sera user email. Avec le nouveau timestamp. Mon token, ok, tac. Voilà. Celui-là, je le mets en tout dernier. C'est plutôt là. Hop. Voilà. Là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait fonctionner. Et en plus de ça, à chaque nouvelle connexion de l'utilisateur sur notre site, son token va changer. Il va changer dans le cookie et en base de données. Comme ça, c'est peut-être un petit peu plus sécurisé aussi. Alors, on va tester. Alors, déjà ici, on avait le F3B, etc. On va faire ça. Hop, voilà ici. Voilà, ici, on est déjà sur 4F, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il a bien changé. Si je rafraîchis, ça devrait le rechanger encore. Voilà. C'en est encore un autre.
l'appareil, etc. Donc là, à chaque fois qu'il va revenir sur cette page, il va avoir un nouveau token qui se génère. Alors, on pourra le faire autrement. Mettre une date d'expiration, par exemple, sur ce token à 1 jour et regarder si la date elle est dépassée pour en régénérer un nouveau. Parce que chaque requête, ça fait un petit peu lourd quand même. Et on pourrait lui donner une date d'expiration. Là, on va pas forcément le faire, hein, mais on pourrait vérifier ensuite la date d'expiration. Par exemple, là, on est tombé le 19 avril. On pourrait lui dire que le 20 avril à 10h33, il expire. Donc seulement à ce moment-là, on viendra refaire cette requête pour régénérer un cookie dans le else. On pourrait faire un else if remember me token, else if user remember me token expiration date, par exemple, était différent de ceci ou un truc dans ce genre-là. Donc maintenant, ça y est, on travaille avec une base de données. Donc maintenant, on a un site dynamique. Pour l'instant, notre site, il est pas ouf, puisqu'on peut juste se connecter et rien faire d'autre. Mais on pourrait imaginer tout un tas de choses, comme on va faire après avec notre petit site de e-commerce. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, c'est pas l'architecture qu'on va garder à la fin. Là, c'est l'architecture, pardon, de base pour un petit peu découvrir PHP, etc. Après, Je peux Ouais. poser une question. Ici, Oui, on a fait le hachage pour à l'email, c'est pas password, c'est ça? Non, le hachage, c'est pour le cookie. Mhm. Function set cookie and update user, par exemple. Elle pourrait prendre des paramètres aussi, cette fonction. D'ailleurs, elle va prendre des paramètres qui sera l'email et l'utilisateur peut-être au final. Ouais, elle va prendre peut-être un tableau associatif avec l'email et l'ID de l'utilisateur. Là, ici, plutôt que de faire email, j'aurais pu faire user email. Noguera? Oui. Bonjour, c'est Émilie, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va bien, merci. Je suis avec Gaël et Mitula, on vous dérange pas trop? Non. Ok, nickel. Les mêmes paramètres qu'on utilise, donc l'email et le user ID, ouais, c'est la même chose, hein. Juste ici, ouais, ok. Alors, je vais prendre tout ça. Hop, je vais le mettre dans ma fonction. Hop, ici, donc on a des paramètres. Et comme ça, on va même voir la déstructuration en PHP, ce sera cool. La page à gauche, ça sera la plus optimisée possible, c'est ça? Ce sera un début d'optimisation. Ouais. Oui, voilà. C'est parce que, ok. Et je disais, ce ne sera pas l'architecture qu'on va garder par la suite, hein, avec du PHP mélangé dans du HTML, avec du SQL et tout. Ça, faut grandement éviter, parce que bah, tout simplement, c'est plus lisible, donc on ne comprend plus rien. Et c'est en grande partie pour ça, je pense, que les gens qui disent que PHP c'est de la merde, bah, ils disent ça, bah, c'est à cause de ça, je pense. Parce que quand on arrive dessus, qu'on voit un petit peu du bordel un peu partout comme ça, c'est vrai que ça fait peur, hein. Ouais, c'est fouillé, hein. Ouais, Tout c'est est le bordel, là. mélangé. Ah oui, là, Ah ouais, ouais. c'est la cata, là. Il y a tous les légumes à l'intérieur. Les haricots, tout. Là, Mais c'est la le vraie question, est-ce que c'est bon? Je sais pas. Là, c'est le ras à la On n'a note, là, pas le droit de goûter. Alors, la déstructuration, vous avez vu comment ça marche en JS? Enfin, je sais pas si les DW2 l'ont vu aussi. Si ça vous dit quelque chose, la déstructuration ou pas? Déstructuration? Non, je pense pas. Non? Non. Ça, c'est dommage. Bon, on va faire rapide, alors. Je vais vous refaire un petit topo dessus. Ça fait du bien à tout le monde. Ouais, je crois que ça Alors. fera pas de mal. Merci la DW2. Bien En fait, la j'allais dire, ouais, moi, révision. j'ai pas- La révision gratuite. Hop. Donc là, on a un objet personne, par exemple.
avec un name John, on va mettre un âge 47 et un travail, donc occupation. Et lui, il est sales rep. Allez, comme on avait vu. Ici, on pourrait très bien faire const name est égal à personne.name. Ensuite, on va faire pareil pour l'âge. Et on va faire pareil pour occupation. Voilà, donc sans surprise, dans notre variable name, il y aurait John, qui est donc personne.name. Dans la variable âge, il y aura 47, puisque c'est personne.âge. Et dans occupation, il y aurait sales rep, puisque c'est personne.occupation. On peut raccourcir ça et améliorer un petit peu la lecture et rendre un petit peu plus compact notre code avec la déstructuration. Comment ça va marcher? On va utiliser notre mot-clé pour déclarer des variables. Ensuite, vu que c'est un objet, on va mettre une paire d'accolades et on va mettre est égal à personne. Et ici, dans cette paire d'accolades là, on va venir un petit peu piocher ce qu'on veut dans l'objet. Là, si je veux que name, je peux très bien faire ça. Et là, j'aurai au final const name est égal à personne.name. Ce sera exactement la même chose. Ici, ce que ça veut dire, c'est que dans cet objet personne, je viens prendre name. Et si on veut les trois, on les sépare par des virgules. Âge et occupation. Donc en une ligne, on a fait la même chose que là. Ça, c'est ce qu'on appelle la déstructuration. C'est un peu mieux quand même. C'est un petit peu plus sympa. Et en PHP, il y a le même principe. Alors déjà, est-ce que vous avez compris les DW2 en 5 minutes, même pas? Oui, oui. Cool, très bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'objet de base n'est pas modifié. Hein. L'objet de base, il a toujours les trois propriétés. C'est juste que là, c'est juste une syntaxe un petit peu plus sympa plutôt que d'utiliser 3 lignes. Surtout qu'on imagine, si jamais il y avait plus de propriétés, ça commence à faire pas mal de lignes. D'accord. Et là, si on veut juste avoir deux éléments seulement de notre objet. Ah ouais, si tu veux juste le nom et occupation, Ouais, tu peux mettre juste name et occupation. d'accord, ok. S'il y a que ces deux-là qui t'intéressent, tu peux très bien faire ça. D'accord, ok. On peut mettre 3 petits points aussi pour récupérer le reste. Ouais, exactement. Hop. Si tu veux récupérer que name et garder le reste dans une autre variable, tu peux mettre comme ça. C'est pas dans un tableau? Personne reste, par exemple. Comment? Là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire const name est égal à personne.name et const personne reste est égal à ici on aura âge et on aura occupation est égal donc à personne.âge et personne.occupation. Ça, ce sera la même chose que ça. Mais bon, les 3 petits points, on les verra un petit peu plus tard. On va revenir à la version un petit peu plus simple. Mais en effet, ouais, tu peux mettre les 3 petits points. Hop, on va laisser celui-là. Donc là, ça va fonctionner de la même façon. Par contre, du coup, on va le mettre en tableau associatif, puisque c'est un tableau associatif params. Enfin, ça va être un tableau associatif. D'ailleurs, on peut spécifiquement lui dire en mettant array comme ça devant. Comme ça, on sait que ce sera un tableau associatif. Enfin, on sait que ce sera un tableau, du moins. Hop. Et là, on vient déstructurer un peu de la même façon que si on venait affecter au final. Ici, on va venir récupérer email, qu'on va mettre dans la variable email. Et on va récupérer user ID, qu'on vient mettre dans la variable user ID. Et on n'oublie pas le point virgule ici.
Alors du coup ici ce sera. Ah, il faut lui passer le PDO aussi. Donc en premier paramètre, on va lui passer le PDO. Hop, donc là, on va récupérer notre email qu'on a récupéré de nos paramètres. Et ici, on va récupérer l'ID. Comme ça. Voilà, donc maintenant ici, à la place de tout ce bazar là, je vais utiliser set cookie and update user. Ici, je lui passe PDO. Et en deuxième, il me dit que c'est un tableau ici, array. Hop, je lui passe. Alors, du coup, c'était email. C'est égal à user email. Oups. Et user ID. Alors, la virgule, je n'ai pas voulu la remettre en haut, c'est pas grave. Je vais la mettre moi-même. Et du coup, ça, on va le mettre à la place de ça. C'est déjà un petit peu mieux. Par contre, maintenant, il faut venir. T'as oublié la virgule, sinon ça fait une erreur, non? Où c'est la virgule? User ID, après t'as mis une virgule. Ah, ici, là? Ouais. Oh, il les accepte, les virgules, enfin. D'accord. Ouais. Et ici, par contre, il ne faut pas oublier de venir récupérer notre fichier de fonction qu'on a créé. Comme ça. Et ça va fonctionner de la même façon. Sauf que maintenant, notre code, il sera déjà un petit peu plus visible. Si je ferme mon fichier de fonction, là, hop, je vais mettre juste l'index. Déjà, on a un petit peu moins de lignes. On a juste un nom de fonction. C'est quand même déjà un petit peu mieux. Ensuite, pour ça, pareil, on pourrait mettre ça dans une fonction. On pourrait l'appeler find by remember me token, par exemple, la fonction. Et comme ça, au lieu d'avoir toutes ces lignes, on aurait juste une ligne avec un appel de fonction. Ce serait déjà un petit peu mieux. Là, on va pas forcément le faire, hein, puisque c'est pas, comme je vous disais, c'est pas l'architecture finale qu'on va adopter. Donc là, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Surtout que là, c'est un petit peu le bordel et tout. Plus personne comprend rien du tout parce qu'il y en a de partout. Ce qui est tout à fait normal, hein. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme amélioration? On pourrait faire ça comme amélioration avec une fonction qu'on appellerait find user by email, par exemple. On pourrait mettre aussi tout ça dans une fonction. Check l'email, etc. On pourrait le mettre dans une fonction. Comme ça, au final, on a juste un appel de fonction plutôt qu'un gros bloc. Voilà, là aussi, il y a pas mal de commentaires aussi. C'est ça qui fait que c'est quand même pas mal pollué au niveau du visuel. Oui, ça mais rajoute voilà. plein de lignes, hein. Ouais. Parce que quand tu vois le nombre de lignes, faut checker qu'il y a des commentaires. Que quand tu enlèves tout, c'est pas scindé pareil. Ouais, c'est clair. Ces commentaires pour nous, c'est pas. Non, mais je dis pas que c'est pas bon. C'est que juste, si tu vois 300 lignes, faut pas dire il y a 300 lignes de code. Oui. Ça, Ouais, voilà. c'est juste pour nous, pour qu'on comprenne. Ouais. Et là, on a quand même un petit peu réduit le code ici, hein. On n'a plus que 3-4 lignes au lieu de, je sais pas combien il y en avait. Oui. Il y en avait quand même un petit peu plus. Ouais, voilà. Il y avait quand même tout ça, hein, de lignes en plus. Surtout ça, quoi, on va dire. Donc là, on a déjà une petite amélioration visuelle quand même. Et voilà comment on pourrait un petit peu améliorer notre code un petit peu spaghetti pour l'instant. Voilà, donc là, c'était la première approche avec la base de données, etc. Donc forcément, c'était pas très très structuré, hein, mais on découvre encore un petit peu pour le moment. Et pour l'instant, c'est normal. On va voir après un type d'architecture qui est utilisé dans peut-être pas 99% des cas, mais dans 98,9 peut-être. Je sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de l'architecture, pardon, MVC. Florian. Non, ça me dit rien. Ah, bah non, alors on en a pas entendu parler. On la verra peut-être pas tout de suite, mais on va pas tarder à la voir. Ce sera certainement MVC, c'est ça. Florian, MVC. Ouais, ok, on est en train de taper sur MVC. Model View Controller. C'est tout simplement utiliser un petit peu ce qu'on appelle le SRP.
Single Responsibility Principle. Donc, chacun son taf, en fait. Donc, on aura un modèle, enfin, on aura des modèles, des vues et des contrôleurs. Donc, pour la faire assez simple, hein, le modèle, c'est tout ce qui va se servir, enfin, tout ce qui va nous permettre de récupérer de la donnée. Donc, c'est lui qui va faire les requêtes en base de données, etc. Les vues, bah, elles vont tout simplement afficher nos données. T'as plus instantanément sur Google, tu as des images, tu as des tableaux et tout. Ouais. Et le contrôleur. Vu que tu l'expliques là, vu que moi j'ai tapé en même temps, je vois il y a plein d'images. On va mettre les images en même temps, tiens. Donc, et non, le mais il y a des contrôleur. tableaux. Des trucs. Hop. Et le contrôleur, du coup, il va faire un petit peu le dispatch entre le modèle et la vue. Alors, MVC. Architecture MVC, tu mets, tu auras des trucs, tu vas voir. Voilà. Voilà. Tiens, bah, celui-là, il est déjà très très bien. Voilà, c'est ça. Ce sera plus visuel à tout le monde et toi, ce Ouais. sera plus simple à expliquer. Tu Ouais. Donc, l'utilisateur, enfin d'ailleurs, c'est même pas tout à fait vraiment comme ça, mais c'est plutôt bien résumé. L'utilisateur, il fait une requête. Donc, c'est le contrôleur qui va récupérer la requête. Ensuite, s'il y a besoin de données, il va appeler le modèle, qui ensuite va passer les données à la vue. Enfin, il va les passer au contrôleur et le contrôleur va appeler la vue. Ce sera plutôt dans ce sens-là. Alors, il y a plusieurs schémas d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà, on peut voir un petit peu ça comme ça, quoi. Donc le contrôleur, il fait appel au modèle. Il fait aussi appel à la vue plus tard. Et la vue, elle prend des données du modèle. Alors celui-là, il est comment? Ouais, pas trop mal. Enfin voilà, c'est une relation entre les trois comme ça qui va se faire et ce sera quand même largement plus structuré. Comme ça, pour toutes les requêtes SQL, déjà, ce sera plus en plein milieu de PHP comme ça. Ce sera à part. Pour tout ce qui est de vue, HTML, etc., ce sera aussi à part. Ce ne sera pas mélangé avec le PHP comme ça. Hein. Et d'ailleurs, par la suite, on va utiliser ce qu'on appelle un moteur de template, qui est tout simplement des templates, hein, comment on dit en français déjà? Je ne sais plus comment on dit en français. Ouais, non, j'avoue. Ça, c'est le problème quand tu travailles beaucoup avec des trucs en anglais, bah, tu sais plus comment les dire en français après. Mais c'est pas pour faire genre le mec prétentieux, genre ouais, t'as vu, je parle anglais, mais c'est juste que je me rappelle vraiment plus. C'est un préfet, je sais pas comment on dit ça. Ouais, c'est. Modèle. Ouais, c'est ce que j'allais c'est dire, bien des modèles HTML, on va dire, ouais. C'est tout à fait ça. Et ensuite, tu viens le changer dynamiquement avec les données que tu as reçues, quoi. Ce sera un petit peu toujours la même chose, sauf qu'avec les données que tu reçois, bah, ça va changer un petit peu la tête de la page. On va peut-être prendre la pause, comme ça va vous permettre de un petit peu. Je sais pas ce que vous en dites.